L'enregistrement que vous allez entendre est tiré d'une discussion entre amis, entre Chalao, entre Geronimo et Toktov. Il reflète notre pure subjectivité et ne pourrait en aucun cas être considéré comme une vérité absolue. Donc vous savez, la dernière fois, quand on parlait des films et des remakes, on s'était parlé un petit peu du Salaire de la peur et de son remake Sorcerer, qui sont 2 films excellents. Donc je sais qu'on les a revus, tous les 2 récemment, enfin qu'on a revu les 2 films, tous les 3 récemment. Par contre, au niveau de Clouseau, je pense que toi, Shadow, tu es quand même, plus calé que nous et ça venait à quel moment dans sa carrière, Le Salaire de la peur? Ben, Le salaire de la peur, c'est le sixième long métrage de cinéma d'Henri-Georges Clouzot, hein, en 53. Hein. Il avait débuté en 42 avec L'Assassin Beto 21. Et pour moi, Le salaire de la peur, c'est à la fois le milieu et le sommet de sa carrière. Clouzot, c'est le maître du film noir à la française, enfin d'un cinéma noir, mais aussi du polar, thriller. D'ailleurs, juste après Le salaire de la peur, il fera Les Diaboliques, qui sera presque un thriller d'épouvante, qui inspirera Hitchcock. Mais en tout cas, pour en revenir au salaire de la peur, ouais, en 53, il adapte un roman de Georges Arnaud. Il adapte avec l'un de ses scénaristes fétiches d'ailleurs, qui s'appelait Jérôme Géronimi, alors qui n'est pas le grand-père de Geronimo ici présent, mais ce Jérôme Géronimi, c'était en fait le pseudonyme de Jean Clouzot, hein, frère du réalisateur. Et pour une ou deux anecdotes sur le film, ouais, c'est un film qui se passe en Amérique centrale, en Amérique latine en tout cas, mais il a été tourné dans le sud de la France uniquement, hein, notamment en Camargue. Et donc c'est un pur film français. Et il faut aussi noter que ce film en 53 a reçu à la fois l'Ours d'Or et la Palme d'Or. Hein. D'ailleurs, au jury de Cannes, il y avait le grand acteur américain Edward G. Robinson qui avait dit, en gros, en substance, qu'il trouvait que c'était un film qui prenait aux tripes, quoi, hein, un suspense qui prenait aux tripes. Et en gros, Le salaire de la peur, le sujet du film, qui est le même que celui de son remake, c'est deux camions avec deux chauffeurs dans chacun des camions qui doivent convoyer de la nitroglycérine sur une route dangereuse quelque part en Amérique latine. Et ils vont affronter divers obstacles, hein, dont on va sûrement parler ensemble. Moi, je vais juste dire avant de laisser parler, Jérôme, que le premier souvenir que j'ai de ce film-là, c'est de l'avoir vu, avec, ma grand-mère quand j'étais, assez petit et d'être resté accroché à la chaise tout le long du film et parfois le temps faisant, on est moins marqué par les films parce qu'on a vu d'autres choses depuis et là, en le revoyant, je l'avais revu il y a quelques années et puis, voilà, je l'ai revu tout récemment. Je dois dire que j'étais quand même assez soufflé d'être aussi pris dans l'action du film et impressionné par tout le suspense qui est mis en place. Et toi, Jérôme, c'est quoi ton souvenir de premier visionnage de ce film? Alors, le souvenir, sincèrement, je me rappelle pas et non, c'est pas mon ancêtre, tu raison, Shalhoub, c'est pas du tout mon ancêtre, celui qui a écrit le Mmh. le scénario du film. Alors moi, je m'en rappelle pas exactement quand est-ce que je l'ai vu, mais je sais que j'ai vu ce film. Il y avait des images assez fortes qui m'avaient marqué. Déjà, c'était la scène du camion là sur le rebord là, de la falaise, sur le pont un petit peu, où le bois commençait à pourrir. Il y a la scène aussi où Charles Vanel, il est dans le pétrole là, et quand il criait, quand Yves Montand commençait à rouler. Et il y avait aussi le final aussi un petit peu, quand il roulait en zigzag, Yves Montand. Et là, en le revoyant, ça m'a rappelé plein de choses. Ce qui m'a impressionné, moi, quand je l'ai revu ce film, après on parlera peut-être plus en détail de ce que nous, on a apprécié dans le film, dans le positif et le négatif, forcément. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la mise en scène du réalisateur, quoi. Il y a des plans précis. Après, il ne faut pas oublier que quand je l'avais vu, j'avais quoi, j'avais 10-12 ans, quoi. Dans ces âges-là, et j'ai pas l'expérience que j'ai aujourd'hui et j'avais pas vu assez de films et pas assez de connaissances. Et maintenant, grâce à vous et grâce à plein d'autres personnes, je me rends compte que c'est un sacré réalisateur, ce très cher Clouzot. Il y a un plan qui m'a impressionné dans le film. On va voir quand je vais vous le raconter si ça vous parle. C'est le plan, à un moment, il y a l'avion qui arrive et en même temps, il y a Yves Montand, je crois, qui sort du bar. C'est la femme de Georges Clouzot, je crois. C'est Vera Clouzot qui joue le rôle de on va dire, la serveuse du bar. Et en même temps, tu as l'avion qui arrive en même temps dans le plan. Et puis il y a le plan qui est très très éloigné. Déjà, ce plan m'a vraiment impressionné. Alors, je reconnais que moi, les plans, le visuel, la mise en scène, c'est pas forcément ce qui me marque le plus. Mais pour rebondir sur certaines choses que tu as dites, Geronimo,
Oui, c'est un film que j'ai vu 1 voire 2 fois quand j'étais ado, parce que c'était quand même les grands films français avec des vedettes qui passaient, je crois, encore en prime time, hein, il y a 25 ans, hein, il y a Montand, tout ça. Et oui, en effet, c'est vraiment un thriller, de premier choix, pour moi. Et justement, pour moi, ce film d'aventure, il y a 4 obstacles majeurs que j'ai notés, dans leur convoi, en camion. Et dans les 4 obstacles majeurs, bon, il y a une route accidentée et il y a aussi, oui, le ponton vermoulu, dont tu as parlé, sur lequel il faudra manœuvrer, longuement, donc il y a un grand suspense, à couper au couteau. Et puis, oui, j'ai noté aussi, comme pour moi les obstacles, ça crée toute la tension du film. Il y a un grand rocher aussi qui barre la route et qu'ils vont devoir, faire exploser. Et le dernier obstacle pour moi, c'est une mare de pétrole, là aussi qui obstrue la route et qu'ils vont devoir traverser en camion, et avec aussi Charles Vanel, qui marche à pied dans le mazout. Et l'acteur a vraiment, été mis, par Clouzot dans du vrai pétrole. Donc cet acteur, quinquagénaire qui était assez connu, vieillissant, qui est né, fin 19e, de voir cet acteur mythique vraiment épuisé, sur le tournage dans cette mare de pétrole. Ça, c'est d'ailleurs l'acteur qui a le visage tout noir, c'est une affiche du film, au moins une affiche américaine, noir de pétrole. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, hein, ce vieil acteur, dans une scène marquante du film, quoi. Au niveau des scènes, je dirais la même chose que vous, forcément, la scène avec le virage périlleux, sur, une espèce de ponton en bois. Et puis, bah, surtout moi ce qui m'avait marqué, bizarrement, c'était les plans sur les visages. Et je trouvais que les acteurs, vraiment, donnaient à ressentir la peur qu'ils pouvaient avoir. La scène effectivement où Charles Vanel est dans le pétrole et dans le «pétrin», entre guillemets, qui est, quand même mine de rien quand même assez gore parce que pour un film de cette époque-là, quand Montand finit par le sortir de la mélasse au sens propre comme au sens figuré et qu'on voit la jambe, enfin on comprend bien que la jambe, c'est plus vraiment une jambe. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué et puis, plein de choses. Je trouvais que les péripéties, étaient quand même bien foutues. Alors, on en reparlera après. Moi, la seule petite réserve que j'ai, sur ce film-là, mais c'est problème de riche encore une fois, c'est que moi je reconnais quand même beaucoup, beaucoup le sud de la France, plus que l'Amérique centrale. Au niveau des décors, enfin des décors, du cadre en tout cas de ce qui est filmé. Je pense, même aux scènes qui sont, avec les camions qui prennent des virages assez serrés dans la montagne. Il y a quand même une paire de fois où tu as des en guise de parapet, tu as de jolis, amoncellements de cailloux comme ça se fait parfois dans le sud, qui sont à la fois sécuritaires et esthétiques et je me suis dit qu'en Amérique centrale, bon, sur des petits détails comme ça, je pense pas qu'ils prenaient le temps, de faire des choses comme ça et puis aussi, toute la partie, où ils sont sur l'atoll, comme ils expliquent, c'est-à-dire une partie, de la route qui est censée être très, très cabossée. Là, c'est pareil, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de lignes droites. Après, ça, c'est autre chose, on en parlera. Je sais que Clouzot, à l'origine, voulait tourner en Amérique centrale, que ça a pas pu se faire, pour des raisons diverses, et variées, qu'il a voulu tourner en Espagne aussi, et là, pour le coup, c'est Montand qui a refusé d'aller tourner en Espagne par rapport au régime franquiste. Donc ils ont dû se «rabattre» entre guillemets sur le sud de la France, mais bon, encore une fois, c'est problème de riches, la reconstitution est quand même très, très bien. La seule chose que j'aurais à redire, voilà, c'est le côté un peu parfois rectiligne des routes. Oui, moi ça m'a pas marqué plus que ça, j'ai pas, du tout pensé à ça, enfin un défaut, en tant que tel, hein. Ensuite, encore une fois, le film pour moi, s'il y a des défauts, c'est, pour moi la première heure, que je trouve un petit peu trop longue, puisque dès le début du film et pendant 1 heure, avant donc que l'expédition en camion se lance, on a plusieurs personnages qui vivent en Amérique centrale dans une sorte de village un peu perdu, et plusieurs personnages qui sont des étrangers de diverses nationalités, qui sont perdus là, et ils étaient venus chercher l'aventure ou fuir je ne sais quoi, et ils se retrouvent là. Et puis il y a parfois des confrontations entre ces personnages, puisque nos 2 héros, Montand et Vanel, sont français, mais il y a aussi un Italien, un Hollandais qui sont, tous les 2 dans l'autre camion, hein, l'Italien et
le Hollandais, enfin le Hollandais incarné par un acteur allemand, mais passons. Et je trouve que cette première partie, ça installe une ambiance assez particulière, un peu moite, mais quand même, il y a plus de 20 minutes qui se passent avant que le tout petit début d'embryon de scénario commence, hein, où on commence à parler enfin de l'entreprise américaine qui va commencer à chercher des pilotes pour les camions, des chauffeurs, et puis à leur faire un test pour conduire les camions. Et sinon, oui, comme léger défaut, Montand, qui est d'origine italienne, ils me disent au détour d'un dialogue qu'en fait, il est corse pour justifier son léger accent. Donc bon, à la rigueur, ça passe. Et puis, ouais, Vera Clouseau, elle a un rôle un peu limité. Bon, d'ailleurs, elle parle seulement espagnol dans le film, et vraiment, elle fait un personnage pas très valorisant. Et sinon, je trouve que Montand, quand il fait la rencontre de Vanel, il découvre qu'ils sont tous les deux français. Je trouve que Montand, il tombe un peu trop vite sous le charme et sous l'influence de Vanel de manière injustifiée. Vanel, qui était un mec beaucoup plus âgé, probablement un ancien truand un peu trouble, qui vient fuir des affaires probablement, et il vient en Amérique latine. Mais Montand, très vite, il abandonne son ami et colocataire italien, et au moins provisoirement sa compagne, pour suivre Vanel, pour faire les 400 coups, et ensuite pour partir dans cette expédition. Donc voilà pour moi les légers défauts, avec aussi la fin. Oui, tiens, je trouve que la fin, elle est un peu abrupte, un peu naïve, mais je ne sais pas ce que vous en pensez de la fin du film. Au niveau des défauts, encore une fois, effectivement, c'est un peu particulier de commencer à parler d'un film en parlant des défauts. C'est simplement, voilà, des petits bémols que j'avais par rapport au lieu de tournage. Après, si on veut parler, des défauts, mais de toute façon, on va en parler, un peu là, mais on parlera aussi des immenses qualités, du film. Pour rebondir sur ce que, disait, Chalaot, je trouve aussi que le personnage de Montand, mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit un défaut du personnage. J'ai eu l'impression que tout le côté un peu sympathique, un peu benet, enfin pas benet, mais assez naïf malgré tout de Montand au début du film, qu'allait pas du tout. J'ai même trouvé au début du film, je me suis dit: «Beh, il joue pas terrible, Montand». Alors qu'en fait, dans la suite du film, quand il se rend compte en fait que Charles Banel est un pleutre, là pour le coup, voilà, j'ai trouvé que son jeu d'acteur était bien meilleur. Alors, de là à dire que quand, il s'agit de jouer des gens sympathiques, pour mon temps, c'était uniquement un rôle de composition, j'irai pas jusque-là. Mais disons que ça me semblait un petit peu forcé. Effectivement, il arrive, Charles Banel, qui a quand même tous les apparats du caïd un peu installés, et effectivement, non seulement Montand tombe vite, sous son charme, mais jusqu'à aller, laisser tomber, un gars qui s'avérera être, un ami, un vrai, et en plus chez qui il loge, quoi. Voilà. Bon, après je reviendrai après sur la suite, mais vas-y, à toi Jérôme. Non, c'est pas mal ce que vous dites parce que c'est marrant que vous en parlez de Montand et par rapport à l'arrivée de Charles Vanel, bah, j'ai la même impression en fait. Parce que je trouve, comme tu dis, Shallow, je trouve qu'il est vite tombé sous le charme de Charles Vanel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du film, on voit totalement l'aspect psychologique chez Montand qui a changé radicalement, quoi. C'est qu'à la fin, il est prêt à le tuer, même à l'abandonner sur la route. Malheureusement, il est obligé de le garder pour aller jusqu'au bout de la mission. Mais on va dire la passation je suis dominé, je suis devenu dominant à la fin pour Yves Montand. C'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt Charles Vanel qui faisait l'homme fort, qui faisait un peu la grande gueule, l'homme qui a tout vécu. Même quand il est allé voir le patron là, de la firme américaine pour proposer ses services, parce qu'il le connaissait. Et donc, il s'est un petit peu imposé. Et en plus, il a pris la place de quelqu'un, normalement, qui aurait dû être à la place de lui. Et on ne sait pas trop comment, dans l'histoire du film, il l'a fait. Ça, c'est un mystère, on ne le saura jamais. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant dans la psychologie des personnages. Moi, je trouve qu'il y a quand même un travail qui est intéressant. Je veux dire, l'écriture est quand même bonne. Parce que, par exemple, l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, l'acteur italien. Folco Lully, je crois, il s'appelle. Ouais, Folco Lully, qui joue dans Le Grand Restaurant, un autre très bon film, et qui est annoncé lui aussi qu'il va mourir. Donc on va dire que lui, il a un côté un petit peu, il a rien à perdre, vous voyez ce que je veux dire. Donc il sait qu'il va mourir, mais bon, il va aller jusqu'au bout, profiter de cette aventure.
et chaque instant, il essaye d'en profiter au maximum, même à la fin, sans trop spoiler le film. Bon, tu me diras, les gens l'ont vu, mais jusqu'à ce que l'explosion, que je vais pas raconter, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait ce Mmh. côté un peu décontracté entre les 2, et tout Mmh. d'un coup, on entend ce bruit de fond et cette explosion qui arrive, je trouvais ça assez fort quand même. L'aspect psychologique, je trouve c'est quand même assez intéressant, même Charles Vanel, comment il se liquéfie à travers les épreuves du film. Comment il passe comme quelqu'un de très fort parce qu'en fin de compte, il est dans la parade. Il veut montrer qu'il est fort et il a que ça en fait, parce que son âge aussi qui joue beaucoup, sa capacité à résister aux aléas de l'aventure, bah, il est incapable de tenir face aux jeunes, quoi, on va dire. Et petit à petit, il se liquéfie jusqu'à ce qu'il se fasse écraser par le camion à la fin, quoi, jusqu'à la scène où on le voit. Bah, ouais, elle était assez touchante cette scène quand ils arrivent pratiquement à la fin. Yves Montand le tient un peu sur son épaule et il est en train de, avec la jambe qui dépasse de la vitre du camion, quoi. Oui, c'est vrai que dans la majeure partie, du film, enfin dans le gros morceau du film qui est encore une fois le grand périple en camion, c'est vrai qu'il y a aussi, des personnages qui évoluent, surtout Montand et Vanel, hein, qui sont tous les 2 dans le même camion et qui sont les 2 héros, et c'est vrai qu'en effet Montand, ou plutôt Vanel qui est, semblait être le caïd installé, comme tu dis, Toff, il va en fait se montrer un poltron, il va essayer de fuir, puis essayer de revenir au camion avec mon temps, et ils vont avoir, des tensions, hein, tous les 2, puis ils vont se réconcilier au fur et à mesure des épreuves et des obstacles qui, sont quand même les grands moments, encore une fois, de tension, du film qui, il faut le rappeler, c'était un suspense, ébouriffant pour l'époque, hein. C'était l'un des plus grands thrillers du cinéma, même pour moi, à l'époque, avec, des moments de tension dont on a déjà parlé, qui sont restés, hein, comme la mare de pétrole ou le ponton, sur lequel il faut manœuvrer, et encore une fois, oui, il y a divers aspects, à noter dans ce film qui, pour moi, a beaucoup plus de qualité que de défauts, bien sûr. Et pour ajouter un truc sur la tension, moi, il y a une scène qui m'a touché, c'est la tension sociale. Quand un matin, ils se réveillent, ils entendent toute la population se rassembler devant le bar et le village pour parler de l'accident. Et avec toute la population qui s'amasse et avec la vue d'ensemble, et quand on voit Yves Montand en train de les regarder, en train de, je crois, de chercher sa cigarette, et quand on voit une des femmes, je crois, ou son mari, ou quelqu'un qu'elle connaît, qui est en train de raconter dans la langue d'origine ce qui s'est passé, qu'il y en a, ils sont morts, ou ils vont revenir dans un état limite bah, on va dire, on pourra pratiquement plus rien faire pour eux, quoi. Tellement ils sont blessés et abîmés. Bah, ça, là-dessus aussi, je trouve qu'il maîtrise bien la tension sociale aussi à travers le film. Et comment il instaure aussi une certaine ambiance. Parce que moi, ce qui m'a marqué dans le film, quand même, il n'y a pas trop de musique. Ah ça, j'aurais un truc à dire intéressant, enfin intéressant. Et ben, n'empêche qu'il arrive à instaurer ce qui m'épate chez Clouseau. Enfin, je vois plus de films, hein, merci Chalot, m'en faire de la pub. Il a quand même cette faculté à susciter l'angoisse. Parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas trop d'actes d'héroïsme. Des scènes d'anthologie, on en a, mais c'est autrement. C'est à travers, par exemple, les plans, par exemple, on va revenir sur le camion, parce que quand on voit les roues, la roue qui s'arrête, qui se retient juste au rebord. Après, on voit la bande, pardon, la grande corde qui tient au rebord du pont, qui est prête à lâcher. Et puis il y a aussi la tension à travers les dialogues aussi. Parce que moi, je trouve, dans l'écriture des dialogues, je veux dire, je suis quand même assez impressionné pour l'époque. Et en plus des interprétations des acteurs, pour moi, c'est top, topissime. C'est pas du Audiard, je m'en fous, mais franchement, c'est très très bien écrit. Alors moi, je vais rebondir tout de suite sur un truc que tu as dit, une réflexion que je me suis fait. Il y a quasiment pas de musique dans ce film, c'est vrai, et par contre, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a de la musique, c'est synonyme de problème. Quand ils sont dans le bar et que, je pense que c'est, Folko Lully, met la musique, Charles Vanel, demande au patron de l'éteindre et ça se termine en bagarre et en petite, démonstration de force. Quand, Montand à la fin, revient, tout content et qu'il met la musique et qu'il se met à tanguer sur la route, de joie, bon, de toute façon on va spoiler quand même. Le film il date de 53 donc je pense qu'on peut pas parler de ces films-là sans spoiler, mais voilà, il y a la musique, donc il y a d'un côté la danse où il y a Vera Clouzot qui danse en étant contente, que Montand va revenir et qui s'évanouit au moment où, Montand, bah, tombe dans le ravin.
Alors je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il y a de la musique, à chaque fois que quelqu'un met de la musique, il se passe, un malheur, dans ce film. Alors, je sais pas si c'est un hasard, si je me suis trompé en remarquant ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. À chaque fois qu'il y a de la musique, il se passe quelque chose de particulier. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, à la fin, qu'en montant, à l'autoradio, il écoute le Beau Danube bleu et qu'en même temps, sur la même chaîne de radio, il y a Vera Clouseau dans le bar et les autres qui écoutent la même musique. Il y a un lien de tous les personnages entre eux vers le désespoir et vers la fin, même si je trouve que Montan est un personnage un petit peu «simplé» entre guillemets à zigzaguer, de joie, en camion et à tomber dans le ravin. Je trouvais que c'était un peu simple. Mais oui, oui, c'est surtout la fin qui m'a marqué. Mais sinon, moi, en effet, comme Geronimo, je crois me souvenir qu'il y a très peu de musique au total dans le film, qui sera le cas dans d'autres films des années 50, début 60, hein, certains Melville, comme Le Deuxième Souffle, ou Un condamné à mort s'est arrêté de Bresson, ont très très peu de musique. Ou Le Trou, qui est un autre film très noir, il y aura aucune musique. Mais oui, en bonne remarque sur la musique. Bah, je te rejoins assez pour la musique, ouais. C'est vrai que ce que tu dis en y réfléchissant, bah ouais, ouais. Chaque fois qu'il y a de la musique, c'est passe quelque chose d'assez dramatique, ou qui va amener des événements futurs plutôt macabres, on va dire. Je sais pas si c'est un hasard, en tout cas, c'est vraiment, comme on dit en anglais, obvious quand tu le regardes. Il y a quelque chose, là-dessus. Alors après, si ça vous dérange pas, je voudrais reparler un peu du casting, 5 étoiles, qu'il y a quand même dans ce Ouais, film-là, vas-y. quoi. Avec, Charles Vanel, qui bon ça, je pense que Chalot pourra nous en parler. J'ai regardé, un peu sa filmographie, c'est, bah, juste, hallucinant. C'est un tueur à Le gars gages. a pas cessé, c'est un tueur à gages. Le gars n'a pas arrêté de tourner pendant toute la période du muet. Il a tourné jusqu'à sa mort. Il a une filmographie, je pense que si jamais on avait des velléités un jour de faire le tour de sa filmographie, je pense qu'il faudra un marathon de 24 heures, hein. C'est pas possible. Et dans son rôle, là, il est absolument magistral parce qu'il arrive plein de certitudes, plein de, enfin, de fausses certitudes, de bravade, et il termine, bah, comme, je sais plus, lequel de vous 2 a dit, liquéfié, je pense que c'est peut-être toi, Mmh. Jérôme, et à tel point qu'il y a même une réplique qui m'avait marqué dans le film, c'est quand, il se barre, hein, enfin, Montan va le chercher alors qu'il s'est barré du camion, et qu'il lui met des patates, hein, d'ailleurs il lui balance une pierre à la tronche. Il dit: «C'est pas, Ouais. très, fair-play, mais je suis plus fort et j'ai pas le temps». Il lui met des claques, et là, tu vois Charles Vanel qui se met à chouiner, quoi, et qui dit: «Ah bah, si j'étais pas si vieux, si faible et puis si lâche, tu verrais». Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que les dialogues étaient très, très bons, et quand tu disais que c'était pas du Audiard, bah, là, pour moi, en tout cas, dans le cadre du film, je trouve que c'est mieux que du Audiard, parce qu'il y a pas ce côté, justement, rigolard, et voilà, au niveau du casting, Charles Vanel, incroyable. Il y a quand même, Dario Moreno, qui est, le tenancier du bar. Mmh. C'est quand même assez incroyable de le voir là. Alors je sais, je crois savoir que les grands tubes, comiques, qu'il a fait, datent d'après ce film-là, hein. Alors me faites pas chanter, hein, mais, «Tout l'amour que j'ai pour toi», ou alors, «Si tu vas à Mmh. Rio», et j'ai trouvé ça quand même assez cocasse de voir ce chanteur, plein de bonne humeur, dans un rôle, qui est absolument, ignoble, qui est le tenancier du bar. Alors on comprend aussi, qu'il a des relations, extra-professionnelles avec Vera Clouseau, Mmh. qui joue d'ailleurs donc une serveuse, à moitié, une prostituée aussi, on va le dire, hein, dans le film. D'ailleurs, j'ai trouvé que pour une prostituée d'Amérique centrale, elle avait une classe qui était quand même assez terrible. Ses manières, pour moi, étaient pas en rapport, avec la condition qui devait être la sienne dans le rôle qu'elle joue, et c'est pas moi qui vais m'en plaindre, et puis bon, je pense que comme c'était la femme de Clouseau, il a filmé avec les yeux et la caméra de l'amour. C'est-à-dire qu'il la met vraiment en valeur, et physiquement, pendant tout le film. D'ailleurs, c'est quand même, bah, tu disais Chalao, le rôle un peu, pas bébête de Montand, mais oui, au début, c'est quasiment, oui, ça pour moi, c'est un bébête, hein. Et en plus un bébête pas très sympa Avec elle. avec elle, il est quand même assez rude,
Et d'ailleurs pas très sympa tout court parce que comme on disait tout à l'heure quand même, il a un ami, qui vaut le coup, c'est, Folco Lully et dès lors que Charles Vanel arrive, il l'envoie bouqueter, il est prêt, à donner ses pantalons, pour Charles Vanel. D'ailleurs, bon, j'ai trouvé que le personnage de Montand avait des revirements de caractère, c'est-à-dire qu'il passe du benêt au mec en colère contre Charles Vanel, violent et puis à la fin où il pleure, à chaudes larmes de le voir mourir dans ses bras. Ouais, Alors je me suis dit: «Il y a peut-être une petite pathologie dans le film, Yves Montand» parce que, il c'est passe, par possible. toutes les émotions. Alors, c'est possible avec ce qu'ils ont traversé, c'est très possible, mais j'ai trouvé ça assez contradictoire dans l'écriture du personnage et pour enfoncer le clou par rapport à ce que Chalaos dit, oui. Alors là, à la fin, après tout ce qu'il a traversé, jouer au con sur, des routes comme ça avec un camion. Oui. Avoir une fin aussi piteuse, j'avoue que alors évidemment depuis tout à l'heure, si on nous écoute, on va croire qu'on est en train de descendre le film, c'est pas le cas du tout, j'ai adoré ce film. Mais voilà, c'est des petits défauts qui m'ont agacé. Oui, je suis d'accord, là-dessus et puis, oui, pour rebondir sur la distribution, je trouve que oui, il y a globalement une bonne distribution, mais Charles Vanel en tête, hein. C'était vraiment un acteur, qui était une vedette depuis les années 30 au moins, hein, où il avait joué, je crois, Javert dans une version des Misérables de Raymond Bernard et c'est vraiment un acteur charismatique et puis surtout qu'il y a un jeu d'acteur, qui n'a pas trop vieilli, alors que Montand, je trouve c'est un acteur plus limité, qui a un jeu d'acteur plus daté et puis sinon, le deuxième camion avec Folco Lully et l'acteur allemand, ce sont deux acteurs qui ont chacun un accent italien pour l'un, qui joue un peu le Calabré dans toute sa splendeur, et allemand, enfin germano-hollandais pour l'autre. Et les deux, ils parlent français entre eux, mais avec un accent. C'est un peu particulier. Je ne sais pas si c'est caricatural ou pas, mais enfin, c'est pour pinailler, hein. Mais ça reste, sinon, bien sûr, pour moi, un très grand film globalement, hein, et à part une ou deux choses sur lesquelles j'ai un peu chipoté. Moi, pour revenir là-dessus, sur le casting, j'ai pas grand-chose à dire. C'est très très bon. C'est sûr que Charles Vanel, on va dire, c'est quand même celui qui est au-dessus des autres dans l'interprétation. Mais ce qui est marrant, c'est que quand Yves Montand il meurt, en fait, je suis content en fait, parce que celui qui m'a le plus bouleversé dans l'histoire, en fin de compte, c'est plutôt l'acteur italien, Fulco, quoi. Par rapport à son histoire, ça m'a plus touché que les autres, quelque part. Et ça, je pense que tu as raison et d'ailleurs dans le bémol que j'avais par rapport à Montand, vous êtes d'accord avec moi que le seul vrai ami qu'il a Montand là-dedans, c'est Falco Lully. Montand est très content quand il le retrouve en vie, quand ils font exploser le Ouais, rocher. Par contre, quand il voit que ils se rendent compte que le camion a explosé, là, il y a plus rien, quoi. c'est marrant, j'allais t'en parler. Exactement. Et c'est même que ce que lui dit Charles Vanel, il lui fait la remarque. Ah ça y est, tu l'as zappé en 5 minutes. Je tiens encore une fois à dire, j'adore ce film, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et on est pris du début à la fin dans l'intrigue. Le suspense, il est mené, mais alors de façon magistrale. Il y a vraiment différentes parties dans le film. Voilà, la première heure qui installe un peu les personnages, l'évolution, voilà. Et bon, moi, dans ce que je dis, je pointe des fois des petites incohérences, des choses qui m'ont dérangé, mais alors problème de riche. Encore une fois, problème de riche, c'est très, 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 très bien. Très bien, c'est un très bon film. Voilà, la seule chose, c'est que, voilà, dans la psychologie des personnages, dans la distribution, comme je disais, j'ai parfois des petites réserves. Mais bon, est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire qu'avec tout ce que ces personnages ont traversé d'épreuves, il est peut-être aussi un peu logique que leur comportement soit un peu changeant? Ouais, je te rejoins totalement parce que à partir du moment, après, je suis pas du tout dialoguiste ou scénariste, j'ai jamais fait de film, mais je pense quand tu écris une histoire, tu essaies un peu de travailler tes personnages, aller un petit peu dans leurs attitudes, leurs comportements, leur évolution psychologique. Donc je pense que c'est des choses qu'ils ont dû réfléchir par rapport au contexte, à la situation, à leur background aussi, d'où ils viennent, de ce qu'ils font, comment ils vont évoluer à travers leur interaction. Et ça, par contre, dans le film, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'interactions entre eux. Qu'ils soient bonnes ou mauvaises, on sent quand même qu'il y a une recherche à travers ces personnages, on est ensemble, même si on a des objectifs différents, mais on est quand même assez proches par rapport à l'épreuve qu'ils sont en train de vivre.
Oui, en effet, hein, je suis d'accord avec toi et puis pour ajouter sinon d'autres qualités encore, à ce film, qui est vraiment un grand film, j'avais dit que je faisais pas trop attention à la mise en scène, au sens large, mais par exemple lors de l'un des obstacles, qui est l'une des grandes scènes à suspense, qui est le gros rocher qui barre la route qu'il faut faire exploser, on a une scène qui prend son temps, on a la tension, il sait vraiment gérer la tension, ce qui est pas donné à tous les réalisateurs même de nos jours et notamment pendant qu'ils allument la mèche, je crois, qui va ensuite faire exploser, enfin le fil qui va faire exploser le rocher, eh bien, on a des très gros plans sur les mains d'un personnage, les yeux ou la bouche d'un autre personnage. À l'époque, ces très gros plans, c'était assez rare et sinon, autre qualité, oui, comme vous avez dit, je trouve quand même que c'est une qualité, c'est assez terrifiant quand, sans crier gare, nos 2 héros, donc les 2 Français, ils voient, au loin et ils entendent surtout le camion des 2 autres exploser et je crois qu'on ne sait pas vraiment pourquoi le camion explose, mais on sait qu'il suffit qu'ils aient roulé sur un caillou dans un nid de poule et puis, la ça a fait trop vibrer le camion sur une route accidentée et puis ça fait exploser la nitro et puis, on a 2 personnages qui sont morts en un claquement de doigts, hein, les 2 autres personnages. Donc encore une fois, oui, pour moi, ce film est un chef-d'œuvre, hein, globalement. Et si je peux rajouter un truc, oui, oui, pour moi, c'est, après j'ai toujours du mal avec le mot chef-d'œuvre, mais je peux quand même reconnaître que pour moi, c'est un film qui mérite largement, cette appellation. Et je vais rajouter un truc aussi que je trouve que ce que j'apprécie chez Clouzot, c'est encore une qualité du film. C'est tout à l'heure, je vous ai parlé de la tension sociale aussi, qu'il a su instaurer à travers ce plan et cette mise en scène. C'était par rapport à la révolte des habitants suite à l'explosion du puits de pétrole. Mais on sent que chez Clouzot, il y a une certaine, authenticité de l'actualité de l'époque, parce qu'il y a quand même une description d'une firme internationale, qui est au fin fond de l'Amazonie, hein, je crois, qui est en train, en fait, de piller, la matière première avec les conséquences humaines et écologiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez du plan, le plan là que je vais vous parler, là, à un moment, il y a des Américains qui parlent au téléphone et juste à côté, on voit un des blessés qui est en train de lui parler. Il est bandé un peu comme une momie. Bon, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Le plan est bien fait, je te coupe juste 2 secondes parce que dans ce plan, en fait, tu as le plan où tu as d'un côté le patron au téléphone avec son cigare, tu vois? Donc tu vois quand même un peu le cynisme. À côté, tu as le mec qui est bandé, on dirait la momie. C'est un chouïa exagéré et derrière, Ouais, tu vois le puits de pétrole ce que j'allais dire. qui brûle. Ouais, Donc c'est un beau plan entre guillemets «illustratif» qui en un plan, tu comprends tout le truc. exactement, c'est ce que j'allais dire. Ce plan déjà tu comprends tout à fait ce qui se passe, qui c'est qui domine, qui c'est qui subit et les conséquences. Et juste après, tu le vois en train de courir, en train de voir un petit peu ce qui se passe et tu vois je pense c'est c'est une tribu, d'Amazonie, tu vois? Les locaux qui viennent voir, j'aime pas dire ce terme locaux, désolé, les habitants et il est en train de leur gueuler dessus en américain. Je pense qu'il doit leur dire: «Mais restez pas là, vous allez vous prendre, vous allez brûler et tout» et ils le regardent et ils bougent pas. Comme une sorte d'immobilisme, ils sont en train de constater qu'on est en train de détruire leur environnement. Et ça, par contre, j'ai beaucoup apprécié et après Chalaos, tu pourras peut-être plus me répondre par rapport à ça. Est-ce qu'à l'époque, des films comme ça, avec un contexte social et qui étaient mis en scène de cette façon, est-ce que ça, on va dire, c'était plutôt à la mode? Je sais pas si c'était une mode, mais c'était plutôt courant. Il y avait des grands films, dans divers genres, à l'époque, oui, pour moi, oui. Mais c'est sûr que bon, Clouzot et puis j'ai déjà mentionné brièvement, dans les divers genres qu'il a traités, c'était quand même, le haut du panier dans les cinéastes et dans la misanthropie. Il y a un côté, très noir dans sa vision du monde, dans la relation de ses héros avec les femmes et avec, Vera Clouzot, qui joue dans ses films. Mais oui, il y avait des films variés, mais c'est sûr que Clouzot, c'est celui qui gérait le mieux, le fond, la forme. Mais, oui, encore une fois, c'est pour moi, une grande réussite. Ce film, est très touchant et notamment pour moi grâce à Vanel, hein. Je suis attaché aux personnages qui sont dans ce danger, mais surtout grâce à Vanel. Et je sais que, Clouzot, par rapport à ce film-là, a été accusé d'avoir des accointances avec, le parti communiste à l'époque et j'ai lu aussi que quand le film a été distribué aux États-Unis, il a été amputé de quasiment 45 minutes, les 45 premières minutes où tout ce qui tourne autour de la firme pétrolière a été, censuré. Donc ouais, je pense que tu as raison Jérôme, il y avait déjà une grosse Ouais, dénonciation ouais, sociale, dans ce film-là qui a été bien remarquée par les Américains,
au point carrément de censurer cette partie-là. Bon, ça, c'est un truc qu'on verra peut-être, on parlera, dans la suite, mais oui, le traitement des locaux, pour le coup, alors là, on est en 53, hein, faut remettre les choses dans le contexte, mais je sais qu'à un moment, Charles Vanel est dans le bar et je pense qu'il y a des blacks qui sont dans le fond du truc et dans le fond du bar et je sais qu'il fait une réflexion, bon, un peu raciste, Ouais. bon, qui était quand même monnaie courante, à l'époque. Ça donne aussi un Mmh. peu la vision aussi que les Européens pouvaient avoir de ces peuples-là. Maintenant, oui, effectivement, dans ce film-là, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ceux qui sont concernés au premier chef, c'est les locaux, et les locaux, bah, soit on les voit pas, soit ils sont passifs, ou le seul truc qu'ils savent faire avec des espèces de chapeaux de Mexicains, c'est quand Montand repart pour aller faire sa petite danse en voiture, il repasse dans la mare de pétrole, et les gars, plutôt que de gueuler parce qu'ils sont éclaboussés par le pétrole, quand le camion passe, bah, lui font des grands signes parce que c'est un héros. Donc tu te dis, ouais, OK, il a «sauvé» entre guillemets l'exploitation, donc vous allez quand même avoir du boulot. Mais mine de rien, heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas de préoccupation écologique parce que là, pour le coup, Mmh. du pétrole qui pète partout, l'exploitation des richesses, et tout. Bon, ouais, voilà. Après, c'est des choses qu'on relie, maintenant, avec nos références de maintenant, mais il n'empêche que, je pense que Clouzot a voulu aussi mettre cet aspect social, et cette dénonciation du peut-être pas du capitalisme, mais en tout cas de l'exploitation, bah, notamment américaine. C'était dedans. Après, à quel degré? Et puis comme je n'ai pas lu le livre à l'origine, je ne sais pas si c'était déjà présent dans le livre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, le livre? Non, j'ai pas Non. eu cette chance, un jour peut-être. Pour, redire encore une fois, bah, comme on le pense tous les 3, que c'est un très, 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 très grand film, et que voilà, les petites choses qu'on peut avoir à reprocher, c'est du détail, que Vanel, enfin, pour moi, je suis d'accord avec vous, je trouve qu'il vole complètement le film parce qu'il nous fait passer, il y a des moments où on le déteste, des moments où on le prend en pitié, des moments, il a un parcours qui est exactement pour moi inverse de celui de Montand dans le film. Montand, au début, voilà, c'est un gars naïf, qui pourrait être sympa, mais encore que je trouve que c'est pas super super bien joué, et au fur et à mesure du film, il devient quand même assez changeant, assez dur. Ouais. Alors que Vanel, bon, voilà, d'ailleurs, il y a la belle métaphore quand, Montand, dans un excès de gentillesse, qui est quand même assez surprenant, l'aide à passer le pas, donc à mourir, et donc il le fait parler d'un quartier de sa jeunesse, et je sais pas si vous avez remarqué un peu la métaphore quand il lui dit, «Oui, mais tu te souviens de tel magasin?» Puis après il y a une palissade, et à chaque fois Charles Vanel dit, «Mais il y a quoi derrière la palissade? Il y a quoi derrière la palissade?» Et Montand lui dit: «Il y a rien». Et en fait, moi je l'ai vu comme, en fait, il parlait de la mort, quoi. Qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, c'est vrai, je suis assez Mmh. d'accord. Bah, de toute façon, si tu remarques bien ce film, en fait, c'est un peu le choix qu'ont ces personnages. Comment mourir? C'est un peu le choix qu'ils ont. Ancrefulco, qui est, l'italien, le Calamoi, et ben, lui qui sait qu'il va mourir, mais malgré ça, il veut quand même tenter quelque chose pour on va dire, c'est un baroud d'honneur, quoi, pour bien finir sa vie malgré le risque. Tu as Charles Vanel, lui, qui est plutôt à la recherche de sa gloire passée, qui malgré ça, qui essaie toujours de rester digne, mais le naturel reprend le dessus, et parce qu'il se sent complètement impuissant par ce qui arrive, et donc du coup, quand on le voit un peu dépérir, il y a comme une sorte de logique, si on peut dire. Et puis, Yves Montand qui est complètement, ce côté naïf, insouciant, et qu'en fin de compte, lui, il a qu'une envie, si vous vous souvenez bien, la scène quand il dit: «Oui, mais moi au début, tu m'as fait venir, mais moi j'avais les pétoches. Moi, j'ai peur de faire ce genre, et maintenant c'est toi qui as les pétoches». Donc en fin de compte, qui en fait qui s'affirme, mais qui a ce côté assez frondeur, et c'est un peu un trompe-la-mort, hein. Quand on voit la scène finale, du film, c'est un peu ce qu'il est, hein. Et moi, ce que je trouve assez intéressant dans le film, c'est, et même l'acteur, hollandais aussi, qui raconte un petit peu sa vie avec l'italien, bon, avant que ça explose,
et qui raconte aussi un petit peu d'où il vient, son contexte quand ils sont en train de mettre en place comment ils vont faire sauter le caillou. Et en fin de compte, on se rend compte que chacun a son rapport avec la mort, quoi. Et chacun réagit différemment. Et je trouve ça, le film est quand même assez puissant là-dessus. Oui, en effet, c'est vrai que, tout grand film de genre, est aussi un drame humain sur les diverses personnalités des personnages, sur la motivation et Clouzot, c'est à la fois un grand, auteur, un grand artiste et un grand maître du film de genre et sinon, il te disait sur la peur, ben, oui, le titre du film, bien entendu, Le salaire de la peur, c'est parce que, ils sont récompensés, ils sont très bien payés, au final, enfin, pas ils sont payés pour avoir peur, hein, parce qu'ils ont accepté d'avoir peur. Mais bon et c'est un euphémisme parce que même, la plupart, vont mourir, hein. Ils vont pas seulement avoir peur, ils vont mourir avant de toucher leur prime ou alors, dans le cas de Montand, il va mourir, juste après avoir, touché sa prime et oui, dernière remarque, oui, il y a de très bons dialogues en effet quand Vanel et Montand ont une nostalgie de Paris, d'où ils viennent et où ils retourneront finalement jamais et je crois que c'est Vanel qui donne à Montand, un petit ticket de ou l'inverse, l'un des 2 donne à l'autre un ticket de métro parisien sur lequel il y a écrit Pigalle ou je ne sais plus quoi et Montand quand il meurt Ouais, dans, c'est Montand, je crois. et Montand en mourant, il a gardé ce petit ticket et on voit le cadavre de Montand, avec ce petit ticket, à côté quoi, donc c'est un petit peu l'ironie tragique, de cette fin qui se veut, très amère, hein. Ouais. Tout à l'heure, on discutait, et j'avais fait une erreur, en fait et c'est ce film-là qui a fait 6 900 000 entrées. Waouh! Le salaire de la peur, c'est 6 900 000 entrées. Voilà. C'est Donc, waouh! faut imaginer, hein, quand Mmh. même, on n'est pas dans une petite comédie, comme tu le disais très bien et en plus, je crois même qu'il avait eu une troisième récompense. Il a eu la Palme d'or, l'Ours et puis, encore autre chose. Je terminerai sur ce film en disant que ça a été détrompe-moi si je raconte des bêtises, mais Shalao, mais je pense que ça a été le pinacle de la carrière de Clouzot en termes commercial. Alors moi, je connais pas les box-office de ces films, mais Les Diaboliques, c'était sûrement un grand succès aussi 2 ans après, mais oui, c'est ces 2 plus célèbres, qui ont eu tous les 2 fait l'objet de remakes à Hollywood, donc c'est 2 films, 2 très grands films populaires et de qualité, ouais. Et c'est le film qui a révélé il avait déjà tourné avant, mais qui a révélé, Yves Montand en tant qu'acteur. Oui, en tout cas, c'est son premier chef-d'œuvre pour moi, quoi. Ouais, même s'il tournait déjà, dans les années 40, mais là, c'est le plus ancien film de lui que j'apprécie vraiment, ouais. En plus, je crois que ce film a été un tournant aussi sur sa carrière américaine à Yves Montand. J'ai l'impression aussi. Je crois avoir lu qu'effectivement, c'est à partir de ce film-là que les producteurs ont eu l'idée, de le faire venir aux États-Unis, pour la plus grande joie de Marilyn Monroe d'ailleurs, un peu moins, pour Simone Signoret, je pense que bon. Ouais, ça c'est En vrai. même temps, je me souviens que Simone Signoret avait dit un truc vraiment intelligent qui montre un peu la classe, qu'elle avait quoi. Elle avait dit, «Quitte à ce que mon mari me trompe avec quelqu'un, si c'est Marilyn Monroe, ça va». Bonne punchline, hein, bravo. En tout cas, voilà, un film, immense, d'un réalisateur immense et ça, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, Shalhoub, parce que je sais que tu affectionnes particulièrement Clouzot, et moi, hormis les grands succès, c'est vrai que je connais mal sa filmographie. On l'a souvent, appelé le Hitchcock français, comme tu le fais remarquer, par certains points, ça peut même être, supérieur à ou tout au moins, au minimum, équivalent à ce que Hitchcock peut faire, à tel point que bon, alors, hasard ou pas, quand, Hitchcock fera un film en France, dans le sud de la France, la main au collet, bah, il prendra aussi, Charles Vanel pour, jouer, entre guillemets, «l'antagoniste» dans son film. Dans un rôle qui est moins glorieux, mais il a quand même pris, Charles Vanel. Donc, aucun doute sur le fait que Hitchcock, savait qu'il y avait un gars qui s'appelait Henri-Georges Clouzot, qui avait des acteurs français qui étaient excellents et que, ça a influencé. En tout cas, voilà, Henri-Georges Clouzot, si tu en es d'accord, Chaleaux, tu nous en parleras plus en détail. Ah oui, bien sûr, avec plaisir, ouais. Allez, sinon on va de la feuille. Moi, la seule chose que je veux rajouter ce que je trouve dommage vraiment dans ce film, bah, il y a 2 choses en fait. Et c'est la fin en fait qui gâche un peu tout en fait, la fin du film déjà. Bon après c'est un choix, hein. Et puis le traitement des personnages féminins, aussi. Je trouve qu'ils sont pas assez travaillés, après c'est peut-être une volonté aussi, à correspondre au contexte de l'époque, mais il y a quand même pas mal de misogynie dans le film.
Après, avec le recul que j'ai, je peux le comprendre. C'est dommage. Parce que je pense qu'il y avait vraiment de quoi faire un bon personnage féminin dans ce genre d'histoire, quoi, largement. Ah, Shalao, toi, tout à l'heure, tu évoquais un petit peu les rapports que Clouseau pouvait avoir avec sa femme, notamment dans les rôles qu'il lui donnait. Oui, ça on pourra en reparler plus longuement si on parle de Clouseau, mais elle jouait, pas toujours, le rôle principal, c'était des seconds rôles où elle n'était pas toujours, mise en valeur, hein. Mais bon, pour le coup, dans Les Diaboliques, son film suivant, il y a, 2 femmes qui partagent la vedette et c'est l'un des très rares films de Clouseau dans lesquels il y a des vrais rôles de femmes intéressants, et en rôles principaux, hein. Oui, puis encore une fois, je pense que c'est l'époque aussi. Nous, on regarde ça maintenant, bon, on va quand même se dire une chose, c'est que le film, il est de 53, donc si je calcule bien, il a ce film a 67 ans. Waouh! Donc on va quand même, se remettre un petit peu à la page, quoi. Déjà, tous les 3, je sais pas où on était, il y a 67 ans, hein, on n'existait pas. Bah, je t'ai pas encore conceptualisé, non. Non, moi non plus, hein. Donc voilà, c'était des mœurs de l'époque et puis bon, malgré tout, il s'agit quand même aussi d'un film, viril, hein, quelque part, avec, quand même des conditions, assez rudes, donc on va pas leur demander non plus d'être MeToo, 67 ans avant que MeToo ait été inventé. Donc voilà. Donc par la suite, une vingtaine d'années après, il y a un autre grand réalisateur qui a souhaité, faire un remake, s'attacher qui a souhaité faire un remake et s'attaquer à ce monstre de film qui est, Le Salaire de la peur. Je sais pas, Shalao, tu veux en parler un petit peu de William Friedkin? Alors, je suis pas spécialiste de Friedkin, mais oui, alors, ouais, je veux simplement mentionner quelque chose, bah, que j'ai découvert tout récemment. Je crois que c'est en 58, 5 ans après Le Salaire de la peur, il y a eu, un premier remake qui est resté obscur, hein, du Salaire de la peur, enfin, nouvelle adaptation du roman, comme on veut, qui s'appelle Violent Road, un film américain avec, un acteur, enfin et un réalisateur que je ne connais pas. Je ne sais pas s'il est resté inconnu ce film parce que c'est une série B, mais enfin, passons. Et sinon, oui, il y a eu, vers 77, près de 25 ans après Le Salaire de la peur, où il y a eu, le remake américain de William Friedkin qui s'appelle, Sorcerer. Alors, à l'époque, la sortie en salle et pendant longtemps, le titre, français de Sorcerer, c'était Le Convoi de la peur, hein. Ça, c'est une remarque. Alors que maintenant, comme, pour d'autres films, dans les sorties DVD notamment, on a abandonné ce titre français, Le Convoi de la peur, pour l'appeler uniquement Sorcerer. Ça, on pourra en parler. C'est vrai que Le Convoi de la peur, c'est un titre qui fait un petit peu série B, entre guillemets, comme, Les Frissons de l'angoisse, et cetera. Alors que Le Salaire de la peur, c'est différent. Pour moi, c'est un titre métaphorique dont on a parlé, quoi. C'est qui a plus de sens, quoi. Mais, oui, Sorcerer, c'est un chef-d'œuvre de Friedkin, qui en avait déjà fait d'autres, dans les années 70, hein. Il avait fait, French Connection, L'Exorciste et là, c'est son très gros budget, sur lequel il a carte blanche, je pense et il met 3 ou 4 ans, pour le faire et il le tourne, je crois, à la Dominique, hein, ou la République dominicaine, hein, si je ne m'abuse, hein, sur, une île, et il y a des conditions, de tournage difficiles, mais enfin, il y a eu des problèmes pour le casting, mais ça, je pense que vous êtes au courant. Je ne sais pas si vous voulez en parler? Oui, alors après, au niveau de Friedkin, voilà, Friedkin, qui c'est? C'est un grand réalisateur américain qui a commencé dans le documentaire. Son cinéma sera très marqué par, ce style documentaire, aussi bien dans la forme que dans la masse, la somme de recherches qu'il fait quand il fait un film. Pour l'exemple, quand il a fait, L'Exorciste, il y a la scène de début, qui se passe en Irak. Bon, les producteurs déjà à l'époque, pétaient des câbles parce que pour tourner cette scène-là, qui dans le film doit être, une introduction qui fait 10 minutes, il a passé, plusieurs mois en Irak pour, faire du repérage et bien trouver le truc, et l'endroit où, il voulait filmer. Il a fait venir une statue, des États-Unis pour la placer là où il voulait. Donc c'est quelqu'un qui a un soin assez maniaque dans sa réalisation. Il a continué après avec, French Connection. Il a récolté un Oscar, il était, auréolé de tout ça et quand il s'est mis en tête de faire le remake du Salaire de la peur, bon, il avait, comme tu dis, carte blanche pour faire le film.
Bon, on verra par la suite que, pour le coup, autant pour Clouseau, ça a été, le pinacle, autant pour Friedkin, ça a été, le début de la fin, ce film. En fait, comme tu l'as dit, la préparation du film a duré plusieurs années avec, au départ, un casting qui devait être, il était conscient, en fait, que ce film-là, ce remake-là serait, quelque chose de difficile, donc il savait qu'il fallait des stars pour ce film-là. Donc il avait, contacté, Steve McQueen qui était OK pour le faire, pour reprendre le rôle d'Yves Montand. Ça ne s'est pas fait pour des raisons, diverses. En fait, Steve McQueen venait de se marier, donc il voulait pas être trop loin de sa femme pendant le tournage. Il devait y avoir aussi Lino Ventura qui était prévu, pour un rôle et qui s'est, désengagé quand, Steve McQueen n'a pas pris le rôle. Il devait y avoir Marcello, Mastroianni aussi, qui devait jouer dans le film. Ça s'est pas fait aussi parce qu'il venait d'être papa et il voulait pas, en tout cas, Catherine Deneuve, ne voulait pas qu'il soit trop éloigné de son enfant, par rapport à ce tournage-là. Ce qui fait que voilà, le film a été une espèce de poisse, phénoménale. Après on parlera du film en lui-même, mais disons que voilà, il y a eu tous ces soucis-là, il y a eu un tournage qui s'est étalé sur des années, des mois, des relocalisations. Je sais que pour une scène dont on parlera, tout à l'heure, la scène du pont, rien que cette scène-là a nécessité 3 mois de tournage, parce qu'ils ont dû construire un pont. Il a été, la 1re fois, il a été emporté le pont. La deuxième fois, quand ils ont construit le pont, la rivière s'est asséchée complètement, donc ça devenait ridicule. Ils ont dû attendre, retrouver d'autres lieux de tournage. En fait, ce tournage, ça a été un cauchemar. Friedkin était au top de sa mégalomanie. Sur le tournage, ça s'est pas bien passé avec les acteurs. En fait, voilà, le film a été toute une épopée à mettre en place, mais ça, c'est que du détail, par rapport, à l'œuvre finale et puis, ce qui est, ce remake du Salaire de la peur de Sorcerer là. Donc là, maintenant, si vous voulez qu'on parle, directement du film, voir un peu, ce qu'il a de particulier, ce qu'il a de différent par rapport à l'original. Oui, alors sur le film, par quoi on peut commencer? Le film, comme, le film original, il y a une aventure en camion qui débute au bout d'une heure, hein, au bout d'une heure d'introduction et on va avoir aussi pour moi 4 obstacles, majeurs, mais qui sont pas les mêmes. On a d'abord un pont branlant de bois, qui peut peut-être vaguement, faire penser au pont, vermoulu de l'original. Puis on a la fameuse scène du pont de corde, qui doit être franchi par, le camion sous une pluie battante. Ça, c'est le morceau de bravoure, c'est une scène dantesque. Puis on a un énorme tronc d'arbre, qu'on doit faire sauter. Donc ça fait penser, à la scène du gros rocher dans l'original qu'il fallait faire sauter. Ça, c'est les la scène qui est la plus similaire et enfin, on a une scène avec, 4 guérilleros qui veulent, voler le camion sous la menace d'une arme, mais bon, ils réussissent à les tuer, avec un flingue ou avec, un coup de pelle, je crois et on peut peut-être commencer par le début. L'introduction du film, il y a quelque chose de tout nouveau, qu'ajoute Friedkin et je ne sais pas si, Jérôme, si tu as apprécié cette introduction sur les 4 personnages, principaux? Hein? Bah, tu vois, c'est, en revoyant donc, Le Salaire de la peur, ce que j'ai constaté, c'est que dans Le Salaire de la peur, on n'a aucune scène, on fait pas, où on les voit pas arriver, juste avant, dans le village. Là, au contraire, dans le film, dans Sorcerer, ce que j'ai trouvé excellent, c'est qu'il y a une présentation, pas des 4 personnages, mais des 3, on va dire, qui sont Bruno Kremer, Roy Schneider et puis Amidou. Donc, Bruno Kremer, c'est une espèce de banquier véreux et on va dire, avec qui qui fait des magouilles financières assez douteuses. Tu as Amidou qui est un Palestinien, qui vient de commettre, je crois, un attentat en Israël et puis tu as, Roy Schneider, lui, qui est un homme de main, de la pègre, italo-américaine, je crois, et qui est un peu un sous-fifre et ça se passe pas très bien, je crois, une histoire de braquage, je crois, au règlement de compte. Et d'un coup, ils arrivent aussi, là-bas, donc dans ce lieu-là. Je crois que c'est, le lieu du village. Je crois que c'est pas comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est en République dominicaine, c'est pas vraiment en Amazonie, comme disent le film. Bon, après, il faut pas oublier que quand on fait un film,
On a un scénario, on a une typographie, on a une géographie. Mais bon, si les producteurs ils te disent on veut ça, si après dans le pays on te dit non, on veut pas de vous, cassez-vous, bah tu trouves une région dans le monde qui représente un peu le film, quoi. Donc des fois ils n'ont pas le choix. Encore sur ce coup-là, ils ont été très très bons. Et le quatrième personnage, je crois que c'est l'acteur, comment il s'appelle Francisco Rabal. voilà, Francisco Rabal qui remplace le quatrième personnage qui aurait dû normalement participer à l'aventure, qui se fait assassiner par Francisco Rabal, qui est une espèce de tueur, je crois, c'est un tueur à gages, hein, si je m'en souviens bien. Mhm. Et ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié dans le film. Je trouve que ça met une ambiance déjà assez bonne. Moi, je trouve que ce film, déjà, a une ambiance assez particulière qu'on ne retrouve pas dans le premier film. Et ça, c'est un plus que j'ai trouvé. Mais en tout cas, la présentation des personnages, pour moi, déjà, ça prouve une chose. Déjà que le réalisateur, il a tourné les scènes dans les pays d'origine, donc c'est-à-dire qu'il est allé à Paris. Il est allé, je crois, à Israël aussi tourner cette scène. Et après, il est allé à New York, quoi. Et après, il a fait le reste du film pour présenter les autres personnages. Donc, quelque part, il y a une part d'authenticité chez Friedkin, quasi documentaire, quoi. Et ça, par contre, pour moi, c'est. Moi qui adore ce genre de réalisation et aussi ce style d'authenticité dans certains films, j'apprécie beaucoup. Ce que je dirais par rapport, notamment, à la scène du début, aux scènes du début, c'est que ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est qu'on a potentiellement, 4 films. C'est-à-dire que la partie en France, qui est tournée avec, Bruno Cremer, oh là, j'allais dire une énorme connerie. Comment il s'appelle, l'acteur? Jacques François. Jacques François, voilà. T'es pas loin, hein, Claude ou Non, alors Jacques, hein. si je donc Jacques François qui était connu, dans les années 70 et 80, tous les rôles, dès qu'il y avait un directeur, un directeur de banque, un directeur d'école à jouer, donc il le jouait. Et donc voilà, blague à part, ce que je trouvais vraiment magistral chez Friedkin, c'est que la partie en France avec Bruno Cremer, c'est très cinéma français. C'est filmé vraiment comme un film français quand il est, quand sa femme est allongée sur le lit et que lui, il est en train de se raser. C'est des petites scènes de vie et on se dit: «Voilà, on se lance dans un film français». Après, tu vois l'attentat terroriste, là, tu peux te dire, voilà, on va partir dans un film un peu, d'espionnage et puis, la traque d'un terroriste, bah, non. La partie américaine avec Roy Schneider, qui part un peu pourrait partir quasiment comme un film un peu de Scorsese. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il est chauffeur et en fuyant un casse qui se fait dans une église, si je me souviens bien, Ouais, c'est ça. il a un accident et son patron, se tue, donc ou le frère du patron se tue, donc en gros, il faut vraiment qu'il quitte le coin et d'ailleurs ça aura, une conséquence, assez énorme sur la fin du film. Et le tueur, alors c'est Francisco, Rabal. voilà, et toute la partie avec Francisco Rabal, alors là, vous allez vous foutre de moi, mais quand on voit tout ce truc-là, on pourrait quasiment se dire ça part un peu comme un James Bond. Donc en fait, moi j'ai vu 4 départs en fait de films différents et donc ça a installé les personnages, ce qu'on n'avait pas dans Le Salaire de la peur, ce qui est pas forcément un défaut parce qu'on peut imaginer le background que les personnages du Salaire de la peur avaient. Mais là, d'emblée, on sait d'où les personnages viennent. Pour certains, comme Bruno Cremer, hein, qui avait l'air de vivre quand même dans une certaine opulence, ça met en plus, en relief le milieu dans lequel, il évolue quand ils sont dans l'espèce de ville pourrie et poisseuse. Donc moi j'ai trouvé effectivement que tout au moins ce début apportait quelque chose et n'était pas du tout dans une pâle copie du Salaire de la peur. Donc ça, le début m'a beaucoup plu. Donc après, je sais pas si vous voulez continuer, soit sur le casting, soit sur le reste du film, s'il y a des scènes qui vous ont marqué? Oui, en tout cas pour le début, on dirait clairement que le réalisateur a voulu prendre le contre-pied de Clouzot, hein, qui est un réalisateur qu'il admirait, beaucoup. En général, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose d'expliciter absolument l'origin story, de chacun des personnages. Mais bon là, il y a, la séquence en France,
avec Kremer, qui est un excellent acteur, et avec aussi Jean-Luc Bidault, hein, Jacques François, qui est une scène que j'apprécie. Sinon, en tout cas, l'avantage, c'est que d'une certaine manière, après 20 bonnes minutes d'intro seulement, on se retrouve dans le bidonville d'Amérique latine. Et donc, il n'y a que 40 minutes qu'on passe voilà, moins de 40 minutes qu'on passe dans le bidonville et pas 1 heure comme le film précédent où c'était une intro un peu trop longue pour moi. Et là, ensuite, dans le bidonville, on retrouve certains points communs, puisqu'il y aura quelques points communs et beaucoup de différences avec le film original. L'un des points communs, c'est que bien sûr, on va chercher des chauffeurs, on va leur faire passer un test pour conduire des vieux camions qu'on a un peu rafistolés, hein. Mais bon, de prime abord, le souvenir qu'on a quand on regarde ce film, c'est qu'il est très ambitieux et quand même de prime abord, il y a beaucoup de différences qualitatives, beaucoup de différences avec l'original. Bien sûr, ce remake, près de 25 ans après, est en couleur, faut-il le préciser. Je trouve qu'il y a un thème important dans ce remake qui est nouveau, c'est l'homme qui est minuscule face à l'immensité de la nature hostile, et qui est un thème qu'on avait déjà dans un film du Nouvel Hollywood comme Délivrance, ou bien qu'on avait déjà même dans un film allemand comme Aguirre de Werner Herzog. Mais j'ai l'impression que dans ce remake, à cause de ça, les personnages qui sont déjà face à un danger, ils paraissent encore plus faibles que les héros de l'original, qui était quand même un film viril avec des héros machos qui conduisaient leur camion en Marcel avec la clope au bec, bien qu'ils conduisent un camion de nitro. Donc ça, c'est un thème que je trouve assez important. Ouais. Bah, je te rejoins totalement sur le point de vue de l'homme face à la nature et hostile. Et qu'en fin de compte, la couleur, peut-être, ça amenait ça, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans le film. Bah, déjà, juste, moi, une scène qui m'avait marqué entre les deux films, c'est le transport déjà de la nitro. J'ai l'impression que dans le Salaire de la peur, comme on transporte la nitro, on va dire, c'est juste des containers. Et bon, si ça tombe, ça va pas forcément péter. Par contre, quand tu vois dans Sorcerer, c'est des petits flacons. C'est dans des boîtes, mais vraiment très humides et limite des boîtes toutes pourries qui vont récupérer dans un entrepôt, je ne sais où, dans le bidonville où ils vivent. Et on sent vraiment que ça peut péter à chaque moment dans le camion. C'est pas que le fait qu'il soit dans le camion, c'est bon, c'est l'erreur de conduite des héros, si on peut appeler ça des héros, je ne sais pas. Mais ceci étant dit, j'ai vraiment l'impression que même là-dessus, sur ce détail-là, ce film, et je pense que Friedkin, il a vraiment réfléchi, c'est quasiment documentaire, quoi. Comme si on expliquait vraiment comment ça allait se passer avec de la nitro, quoi. Les erreurs de conduite, les écarts de température, les mauvais choix, en tout cas ça, moi, en tout cas, ça m'avait parlé énormément. En plus de la nature hostile, il y avait aussi ce que tu transportes, qui en rajoutait encore plus à la tension. Oui, c'est vrai et puis, ben, il y a, l'origine de la nitro aussi qui est très, très intéressante, hein. C'est-à-dire que dans Le Salaire de la peur, ils sont conditionnés dans des bidons en plastique, ou en métal, je ne sais pas, mais qui est ouais, c'est de la nitro, «neuve» entre guillemets. Mais là, la particularité dans Sorcerer, c'est qu'ils doivent, ils récupèrent dans une espèce de vieille cabane toute humide, un stock de nitro. Donc il y a déjà la difficulté, du fait que c'est pas de la nitro, «neuve» entre guillemets, qui a déjà, ça renforce encore le caractère instable de la substance, explosive. Ça rajoute du danger. La nature, comme, la réserve que j'avais avec Le Salaire de la peur, là, pour le coup, on sent qu'elle est vraiment hostile. Dans Le Salaire de la peur, il y a oui, il y a des choses effrayantes, avec des ravins, des choses comme ça, mais là, on est vraiment dans une nature, qui écrase complètement l'homme et déjà que ces personnages, ils sont un petit peu broyés quand on voit le point de départ, en fait, c'est des gens qui étaient soit des petits malfrats, soit un tueur à gages ou voilà, mais qui avaient des vies un peu, normales et là, ils se retrouvent à l'état de cloporte dans un bidonville et à l'intérieur de ce bidonville, en plus, grosse différence, c'est que là, la corruption, qui est inhérente au lieu de vie est quand même beaucoup plus marquée dans Sorcerer. C'est-à-dire que,
voilà, il est plus question de faire les malins, dans le bidonville. C'est-à-dire qu'ils sont à la merci des policiers parce qu'aucun n'est en règle et ils ont tous des faux papiers et les policiers sont pas dupes, ils les rackettent en sachant très bien que ce sont des criminels en fuite. Donc voilà, ils sont cloportisés dans le bidonville, ils sont, cloportisés, par rapport, au danger de la nitro qui est démultiplié. Ils sont cloportisés par rapport, à l'immensité et puis la force de la nature qui là, pour le coup, est absolument sans pitié et même des fois, limite un peu vivante, quand on voit, cette fameuse scène sur, le pont quand le camion est bloqué et que il y a un arbre qui descend la rivière et qui vient quasiment, prendre dans ses branches le camion et c'est un peu comme si la nature vraiment venait, enfin venait palper les personnages et puis leur camion, quoi. Donc moi j'ai trouvé que voilà, il y avait un aspect documentaire qui était beaucoup plus réaliste et qui accentuait, la peur. J'ai trouvé aussi que les dangers des êtres humains étaient plus importants parce qu'il y a un moment, ils se font braquer aussi. Il y avait vraiment c'est un film plus dangereux encore que le premier par tous les aspects que j'ai dit, par voilà, le contexte dans le bidonville, c'est quand même assez ignoble, et puis là, pour le coup, le bidonville est vraiment ignoble, moite, dégueulasse, dégueulasse, au sens propre comme au sens figuré parce que tu sens que, voilà, c'est une bande d'êtres humains qui sont un peu en fuite, par rapport à leur passé, qui côtoient là, pour le coup, un peu plus des autochtones. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé que ça faisait partie des différences, entre les 2 films. Et je te dirais même que le bidonville, ça faisait un peu la dernière chance, tu vois? Le lieu de la dernière chance, où les pires se rejoignent. C'est comme ça que je le perçois dans le film. Oui, c'est exactement ça, en effet, ça c'est quelque chose qui est renforcé par rapport à l'original et oui, sinon oui, tu parlais de l'aspect documentaire, d'un cinéaste qui vient du documentaire. En effet, d'ailleurs, je crois que lors de la séquence d'ouverture tournée à Jérusalem, il tombait sur une vraie explosion et il a filmé une explosion sur le vif qu'il a intégré, dans le film et sinon le bidonville est peut-être, tourné dans un vrai bidonville, hein, c'est pour ça que c'est encore plus crédible que dans l'original et sinon oui, moi pour les en effet, comme grande différence avec l'original, ici on est dans la jungle tropicale hostile, qui est pas la même chose que les paysages rocailleux plus, désertiques de l'original, qui étaient des paysages assez rugueux, mais plutôt immobiles et sinon, il y a aussi la musique du groupe allemand Tangerine Dream, qui est une musique électronique planante, avant-gardiste qui, enveloppe le film, il y a un côté, enivrant, comme un côté cauchemardesque, qui donne une ambiance très particulière et sinon, à part, la longue séquence d'ouverture dont on a déjà parlé, une autre grande différence avec l'original, c'est une fin, très différente, hein, une fin ouverte, qui est moins abrupte, pour moi que celle de moins naïve que celle de l'original, mais tout aussi pessimiste, quant au sort du dernier héros, survivant, hein. Je rajouterais qu'il y a en plus de tout ça, sur la fin du film, quand, le personnage principal va finir par, finir les derniers kilomètres, en prenant la nitroglycérine, en la portant à la main. Toute la partie qui précède, il y a quasiment, il y a des scènes un peu oniriques, quoi. Il se trouve dans des paysages qui collent pas forcément avec l'endroit où, il doit être. On sent qu'il est dans une espèce de délire et puis, ben, à la fin, effectivement, là, il y a pas le côté, voilà, la vie te rattrape parce que tu as voulu danser et puis, tu croyais que tu allais bien t'en sortir à la Yves Montand, bon, voilà, cette fin dans Le Cerf de la Peur qu'on déplore un peu, tous les 3. Là, pour le coup, à la fin, les, hommes de main du patron, de Roy Schneider, rentrent dans le bar et bon, après c'est une fin ouverte, mais on s'imagine bien que ça va pas forcément très bien se passer. Et voilà, après bon, sur les 2 films, moi je soulignerais la prestation de Bruno Cremer qui est incroyable pendant tout le film. Il commence comme en étant un peu une espèce de salaud manipulateur et en fait, moi je trouve que dans le film, ça va être un peu le rayon de soleil du film et d'ailleurs,
quand le camion explose, juste avant qu'il explose, on est sur une note hyper positive et je trouve que ça augmente encore l'effroi quand il valdingue dans le décor parce qu'il était en train, si je me souviens bien, de parler de sa femme avec tendresse et on voit qu'il a envie de la revoir et puis voilà, l'histoire se termine pour lui, de façon abrupte à ce moment-là. Ouais, c'est marrant que tu en parles, c'est une scène très importante pour moi dans le film parce qu'en plus avec l'acteur aussi, c'est Amidou, je crois, c'est ça? C'est ça qu'il s'appelle? Et Oui. c'est le moment où on les sent vraiment fraternels, tu vois, les 2. Ils se lâchent vraiment et on sent qu'il y a une sorte d'union entre eux, qu'on ne ressentait pas forcément au départ, quand ils ont commencé à former des équipes. Il y avait quand même une tension assez palpable entre celui qui a remplacé le quatrième, qui se fait assassiner par le tueur là, par, Francisco Rabal et on sent qu'eux, ils ont un rapport complètement différent entre eux et Bruno Kirmer et Amidou et le moment où on sent qu'il y a quand même une sorte d'amitié, vous voyez ce que je veux dire? Une volonté vraiment de faire confiance l'un à l'autre par rapport à l'adversité et au contexte et ben, un petit détail, hop et en plus, c'est très bien filmé dans le film. La route là, juste au moment, ils sont au rebord là du fossé et hop, ils ratent juste un petit détail, un petit freinage mal négocié, hop et on voit le camion descendre et l'explosion. Ça résume tout à fait ce que tu viens de dire. C'est comme ça que je le perçois le film. Ça veut dire que malgré tout ce que tu vas vivre, ça se joue sur des détails. Et si tu as un petit moment de relâchement, tu y passes, quoi. C'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, en effet, c'est vrai qu'en plus, le moment où Kremer meurt, il tenait en main la montre que lui avait offert, sa femme, au début du film et ça, c'est un objet, symbolique, voilà, une montre qu'il avait voulu, je crois, revendre, pour, éventuellement quitter le pays. Il fallait qu'il vende sa montre, parce qu'elle coûtait cher et donc c'est une fin amère aussi, même si cet objet, n'a pas la même fonction que le ticket de métro, dans l'original. Mais sinon, je voulais rebondir sur une autre chose, oui, que tu as dit, Toff, oui, sur le côté onirique du film. Alors, je crois que Friedkin a voulu mettre des clés dans le film, alors que j'ai pas toutes, comprises sûrement, mais le titre du film Sorcerer, un sorcier, qui est, je crois, le nom de l'un des 2 camions et il y a voilà des allusions, à la magie ou il y a aussi, une espèce de dessin symbolique kabbalistique qui apparaît au générique de début et qu'on voit aussi vers le milieu du film dessiné sur une paroi rocheuse. Donc il y a une sorte de dessin tribal «inquiétant» entre guillemets, mais oui, Ouais, et on le contribue retrouve, à je ça. crois, ouais, on le retrouve dans la forêt, je crois aussi, ce que tu dis, à un moment. Ah oui, certainement, oui, j'ai certainement, zappé certains détails, mais oui, il y a pas mal de richesses, dans le scénario. Il y a plus de nouveautés par rapport à l'original que de points communs. Ensuite, si, je devais brièvement parler des points communs, je trouve que, le personnage de Francisco Rabal, qui est en gros pour moi, celui de Vanel, pour simplifier, c'est comme Vanel, le plus dur à cuire des 4. Comme Vanel, il est embauché, in extremis, parce qu'il a probablement, là c'est sûr, je crois, il a tué celui qui devait être embauché, il prend sa place et comme Vanel, il, finalement, il se montre à un moment donné, pleutre, hein, il veut fuir à un moment donné, puis, et enfin, c'est lui, qui va, mourir dans le camion à côté du conducteur, à côté du héros. Hem, mais ce qui est intéressant ici dans ce remake, c'est que, les 2 duos, sont aussi importants, hein. Alors que dans l'original, Montand et Vanel, c'était les 2 héros et on voyait un peu moins les 2 autres dans l'autre camion qui explosait, avant eux, entre guillemets. Et alors ici, il y a 2 duos, mais comme c'est 4 acteurs, 4 personnages très distincts, c'est 2 relations différentes qui évoluent, différemment et ça, c'est une vraie richesse, des personnages et des acteurs qui les interprètent. Oui, on a parlé de Bruno Kremer, c'était, un acteur qui a fait le conservatoire en France. Ben, on l'avait dit d'ailleurs dans l'autre podcast, hein, c'était un copain de jeunesse de Belmondo, du conservatoire, c'est un peu le conservatoire extended universe, mais en tout cas, oui, de nombreuses qualités dans ce film, il y a même, pour moi quasiment aucun défaut, sauf qu'il aurait pu durer encore plus, quoi.
Ah oui, enfin là, moi je suis entièrement d'accord. Je trouve que ce film-là, j'ai vraiment beaucoup de peine à lui trouver des défauts. Le seul défaut que je lui trouverais, c'est les conséquences qu'il a eues. C'est-à-dire que ça a été, un four commercial, retentissant qui a mis, un coup de frein monumental à la carrière de Friedkin. Il a joué de malchance aussi, mais alors, là pour, quelque chose de complètement débile. Un hasard du calendrier, en fait, il est sorti la même semaine que Star Wars 77, ouais. et donc j'aime autant vous dire que Ouais, c'est ça, ouais, ouais. il est sorti, au même moment que Star Wars et donc il s'est fait broyer par la machine Star Wars parce que les gens avaient envie de divertissement et pas de voir, un film comme ça. Il a été et même par les critiques, il s'est fait quand même assez, massacrer. Ce n'est qu'après, avec les années, qu'il a acquis le statut de film culte. Mais pour Friedkin, ça a été le début de la fin, c'est-à-dire que après ça, plus aucun producteur ne lui a donné carte blanche. Au niveau, de son cinéma, il a eu tout le mal du monde après à monter chacun de ses projets parce que là, les producteurs estimaient qu'il était, «redescendu» entre guillemets du piédestal où on l'avait mis avec un Oscar, tout ça. Donc voilà, pour ce film-là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre au même titre que le premier, avec, voilà, presque 25 ans d'écart. On ne peut pas comparer non plus, les techniques narratives et puis la recherche documentaire qui n'était pas ce que Clouzot, avait voulu, mettre en priorité. Ils sont pas comparables à ce niveau-là. Par contre, voilà, un film, un remake, 2 chefs-d'œuvre pour moi et puis vraiment là pour le coup, ouais, deux monuments du cinéma et quand on en avait parlé, je pense qu'on aura beaucoup de peine à trouver un film et son remake avec, de telle qualité, pour l'un et pour l'autre. Ça doit peut-être exister, c'est possible, mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas, ça court pas les rues, quoi. Oui, pour moi, ce sont, 2 chefs-d'œuvre absolus, je même pas d'autres exemples, hein, pour un original et un remake. Peut-être que je préfère légèrement l'original qui, bien que j'en ai mentionné plus de défauts, légers, dure une demi heure de plus, hein. Il dure 2 heures et demie, alors que Sorcerer, même Director's Cut, il dure que 2 heures et tout simplement, l'aventure en camion, elle est plus lente, plus longue. On a plus le temps de s'attacher, en tout cas à Vanel, moi, je m'attache particulièrement à lui et donc, dans l'original, je trouve que la tension est encore plus dure. Ensuite, j'adore ces vieux films français en noir et blanc, donc je suis pas objectif. Cela dit, le remake est, objectivement, plus ambitieux, avec, plus parfait et il y a 25 ans de thrillers et de films à suspense qui sont passés. Donc Friedkin, il sait, encore mieux, poser les enjeux du film, des enjeux encore plus forts, hein, le danger, hein, comme vous l'avez mentionné. Il précise que c'est de la nitroglycérine, mais qui est en plus en mauvais état avec des gouttes qui coulent, donc c'est encore plus dangereux. Dès qu'on fait 3 mètres, on risque d'exploser. Mais oui, en effet, pour conclure sur la carrière de Friedkin, c'est dommage qu'il n'ait pas pu, rebondir tout de suite après ce film. Enfin, il fera quelques autres films, mais lui qui tournait si bien des scènes en France avec des très bons comédiens français, bien dirigés. D'ailleurs, je crois qu'il a vécu en France, en tout cas, il avait épousé Jeanne Moreau, donc il devait baragouiner le français, quoi. Il aurait pu peut-être, tourner en France, comme il y a eu des grands cinéastes, Buñuel, Orson Welles, qui ont tourné en France, mais c'est une parenthèse. Mais en tout cas, oui, c'est un chef-d'œuvre. C'est même pour moi son meilleur film, hein, mon chef-d'œuvre préféré de Friedkin, film maudit comme aurait pu l'être presque autant Apocalypse Now de Coppola, quoi, hein, vers la fin du nouvel Hollywood avec ses tournages dantesques très longs, film un peu maudit. Sauf qu'Apocalypse Now, on l'oublie un peu, mais ça a fait plutôt un succès en salle. Il a rentabilisé son budget, ce qui n'était pas le cas du très gros budget de, je crois, quelques dizaines de millions de dollars de Sorcerer. Et puis, ben, pour faire le pont entre les 2 films, quand, Friedkin a eu, l'idée de faire, ce remake, déjà il a fait, à un moment de sa carrière après ses Oscars, il a fait toute une tournée en France où il a rencontré pas mal de réalisateurs et de gens qu'il admirait, dont Clouzot et qu'il est allé voir pour lui dire qu'il avait l'intention de faire un remake de son film. Lui demander s'il pouvait avoir les droits, même si c'était pas Clouzot qui avait les droits, en fait sur le film, c'était de façon symbolique et il lui a fait une belle promesse, enfin quelque chose que je trouve assez beau. Friedkin a dit toute l'admiration qu'il avait pour Clouzot et il lui a dit: «Je vous promets, je ne ferai pas aussi bien que vous».
Sacré lui. Ouais, mais donc je trouve ça à la fois élégant, respectueux Ouais. et puis, effectivement, il a Subtil. fait différent. Et l'humour subtil, Friedkin. À Friedkin, si jamais vous avez l'occasion, il y a des espèces de tueries. C'est un truc qui s'appelle The Director's Chair, la chaise du directeur. C'est des réalisateurs qui interviewent d'autres réalisateurs. J'ai vu, Rodriguez qui interviewait Carpenter et j'ai vu une interview de Friedkin par un autre réalisateur. Et il faut voir quand il pique des colères, Friedkin, et il parle de l'autre réalisateur, il dit: «Mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu as fait Citizen Kane?» Donc Friedkin, c'est un mec qui a un caractère pas facile. Moi, j'ai lu sa biographie. Il est très lucide par rapport à lui-même, hein. Il dit aussi qu'il a flingué aussi, non seulement une partie de sa carrière avec son caractère, mais aussi des rapports qu'il avait avec des acteurs où c'était quand même Ses collègues. extrêmement dur parce que c'était terrible. Après, pour arriver à ses fins, voilà, pour faire une toute petite parenthèse, quand il a tourné French Connection, il a traîné avec Gene Hackman, avec les 2 vrais protagonistes les 2 vrais flics. Et en fait, ils ont fait des descentes dans des bars afro-américains, tout ça. Et en fait, Gene Hackman était ulcéré de voir Popeye. Popeye, enfin le vrai Ah ouais, Popeye, comment j'ai entendu parler. il se comportait. En fait, dans le tournage des scènes, Friedkin faisait tout pour le mettre à bout, Gene Hackman. Donc, quitte à soit il lui mettait son poing dans la tronche, soit il était excellent dans la scène qui tournait. Donc, voilà. Friedkin, c'était quelqu'un qui cherchait la vérité documentaire, qui cherchait aussi la vérité des acteurs et qui n'hésitait pas pour se faire à se faire détester s'il fallait. Donc voilà, et Clouzot et Friedkin, 2 grands réalisateurs, 2 grands films. Problème de riche, quelques petits trucs à redire, mais alors vraiment, si on veut se faire une bonne journée, une bonne soirée de cinéma, Le Salaire de la peur, Sorcerer après, moi je dis que c'est bien, on est bien. Complètement d'accord. Je pourrais revenir sur 3 points. Alors moi, je vais parler des défauts du film, parce que je pense que tout film a des défauts. Après, tout dépend si ces défauts sont gênants ou ne le sont pas, pour la finalité de ce que tu regardes. Moi, il y a toujours ce problème du rôle féminin. Bon, après c'est peut-être le scénario, mais il n'y a pas vraiment fait d'effort dans ce film-là. On peut le reconnaître. La seule partie, on va dire où il y a une relation, c'est la relation qu'a Bruno Kremer avec sa femme, comme vous avez parlé tout à l'heure avec l'histoire de la montre, pendant qu'il descendait sur le ravin avec Amidou. Et, et qui, voilà, il y avait aussi la, c'était une serveuse aussi, qui vivait aussi dans le bidonville, mais qui ne parlait pas du tout la langue, ou qui parlait à peine espagnol, je crois, si je m'en souviens. On va dire, c'est les seuls rôles, on va dire, féminins qu'on peut croiser dans le film, qui sont pas du tout. On peut quand même reconnaître qu'il n'y a pas eu un gros effort de fait de ce côté-là, c'est ce que je trouve malheureux. L'autre fait que je trouve, la psychologie des personnages aussi, je trouve que, au moins dans Le Salaire de la peur, il y a quand même un effort assez important. Je dis pas qu'il y en a pas dans le film, mais je trouve que c'est pas creusé. Ça commence à être intéressant quand on arrive vers la fin du film. Et je dirais aussi la longueur du film. Pour moi, c'est un défaut. J'aurais préféré qu'il soit plus long. Mais ça, c'est personnel. Ouais, c'est sûr, hein, il aurait mérité plus d'ampleur et plus de longueur, hein. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, on est chiant quand on a de la thune, hein. Et les autres points que je voulais parler, ceci étant dit, c'est déjà moi, ce qui m'impressionne quand j'ai vu ce film, c'est la volonté que Friedkin avait de rendre les effets spéciaux réalistes. Par exemple, la scène du pont, que je vous recommande à voir et à revoir, je crois, la nuit, il pleut comme jamais, c'est un pont, il faut qu'il traverse. En plus, il y a la rivière qui monte avec l'orage et la tempête. En fait, on se demande même pas si c'est un côté un petit peu surnaturel. Et comment c'est filmé, les plans, la lumière, l'intensité, les héros qui ont de l'eau sur le visage, la tension, la fatigue. Ils sont toujours sur la corde raide, on ne sait pas s'ils vont y arriver ou pas.
Il y a aussi la plateforme pétrolière, quand l'explosion, quand on voit, en plus c'est fait de nuit aussi. Le fait que ça soit aussi un film en couleur, on a peut-être aussi cette impression d'être encore plus intégré que quand, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que notre cerveau, il intègre peut-être plus dans certaines réalités. L'histoire aussi de l'arbre géant, qui font exploser au milieu de la forêt. Et moi je suis impressionné parce qu'en fait, c'est quand ils font exploser cet arbre, donc déjà, vous vous rendez compte, c'est des arbres en Amazonie. Bon, je sais pas si c'est vraiment en Amazonie, mais dans la forêt où ils ont tourné le film, c'est des arbres, mais ils sont gigantesques. Et le seul moyen qu'ils ont pour le faire exploser l'arbre, et ben, c'est d'utiliser de la nitroglycérine. Donc pour une solution efficace et rapide, il faut un médicament exceptionnel. Et eux, c'était la nitro. Et je trouve ça, c'était symbolique, quoi. Ça veut dire que nous, on est peut-être dans des personnes, on va dire, un peu plus au-dessus de la norme, mais on a en face de nous quelque chose d'encore plus imposant, encore plus gigantesque qu'est la nature. Et le seul moyen qu'on a pour s'en sortir, eh ben, on va utiliser un explosif du tonnerre, quoi. Donc déjà, il y avait ça. Il y a aussi, je voulais pas revenir un petit peu sur les acteurs, par rapport, comme Amidou aussi, ça m'a fait plaisir de le voir, l'acteur Amidou qui joue dans La Valise, c'est Georges, non, je vais me tromper, c'est Henri Verneuil. C'est Lautner, mais oui, C'est mais Lautner, ça, Merde, je crois. ouais, c'est Amitou a joué dans entre les Des 2. Lelouch, ouais. Dans Des Lelouch, Ah, oui, plein de je Lelouch, sais. ouais. Et ben déjà, moi je le trouve excellent dans le film, Amidou, vraiment excellent. On a parlé de Bruno Kremer, Roy Schneider, je le trouve bon. Sincèrement, moi, je les trouve tous très bons dans le film. Et il n'y a pas, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y en a pas un qui va passer au-dessus de l'autre, quoi. Bon, après, c'est l'histoire qui fait qu'on va retenir celui qui va s'en sortir. Mais on sent qu'ils ont tous ils ont tous un rôle très fort, quoi. Et ça continue dans la continuité de la performance d'acteur et dans la continuité de l'histoire. Ça, je suis d'accord, après le seul, petit bémol que j'aurais par rapport au rôle d'Amidou, c'est que bon, déjà, ils ont pris un acteur, d'origine maghrébine, pour lui faire jouer un terroriste, palestinien. Ouais, C'est lui qui fait exploser «l'arbre», entre guillemets. Voilà, si on voulait vraiment d'accord. pousser, on pourrait se dire, Mmh. voilà, ils ont pris vraiment le gars, c'est un arabe, bah, forcément, c'est un expert en explosifs et puis c'est un terroriste. Oui, là-dessus, je te rejoins totalement, ouais. C'est le seul petit bémol, mais bon, voilà. Après, c'est cohérent parce qu'effectivement, si, il se trouve qu'il est terroriste, donc il sait manipuler des explosifs, donc il sait comment faire sauter l'arbre. Ça a une cohérence. Maintenant, je trouve que son personnage, pour le coup, est pas du tout développé, par rapport à d'autres personnages du C'est film. pour ça que je te disais le développement psychologique est quand même limité, oui, ça, c'est vrai. Et autre chose que je voulais parler aussi, c'est moi, je trouve ce film, quand je l'ai vu, j'avais une impression de fatigue, d'étouffement. Je sais pas, dans le sens que tu l'ambiance, la nature, la jungle, c'est moite, c'est humide. C'est un climat tropical, il fait chaud et en plus il fait et tu chaud et en plus tu transpires. Et en plus c'est humide. Et, et, et la force de ce film, c'est que quand tu le regardes, tu as vraiment l'impression qu'il souffre physiquement. Que je n'avais pas cette impression quand j'ai vu le Salaire de la peur. Même si je reconnais qu'il y a des scènes qui étaient assez dures et tout, tu peux les éprouver. Mais là, je pense que ça passe un niveau au-dessus, quoi, dans le réalisme et dans les émotions que tu peux ressentir quand tu vois ce film. Oui, bien sûr, je pense que Friedkin a peut-être volontairement épuisé ses acteurs sur le tournage, hein. C'est un cinéaste un peu sadique, comme Clouzot d'ailleurs, hein. C'est des génies, mais très, très exigeants. Donc oui, l'épuisement se lit sur le visage des acteurs, hein, pas seulement celui des personnages, hein. Et sinon, pour Amidou, oui, moi, je reconnais surtout que j'aurais préféré qu'il parle français avec Kremer, puisque les 2, ils faisaient des films en français, mais forcément, euh, un Palestinien, il peut pas parler français, donc les deux dans le même camion, bah, ils parlent anglais. Mais bon, ça c'est un détail. Mais c'est vrai qu'Amidou, c'est simplement le moins charismatique des quatre, parce que les autres, c'est vraiment des gueules énormes. Même s'ils n'ont pas de psychologie, c'est peut-être une psychologie limitée, les personnages, c'est peut-être volontaire, hein, c'est peut-être un film behavioriste, où les personnages, comme dans beaucoup de films américains, euh, se définissent plus par leurs actions que par leurs paroles.
ou par leur passé. Et même si ici, il y a un peu plus leur passé qui est expliqué que dans l'original. Donc oui, Amidou, c'est simplement qu'il est, il a un peu moins d'épaisseur physique que les autres. Donc c'est pas mon personnage préféré, quoi. Mais oui, en effet. Mais encore une fois, sinon, même si on pinaille sur sur des légers défauts, moi j'ai envie de dire, c'est un peu des soucis de nantis, quoi, parce que ça reste deux très grands films, quoi. Ah, mais écoute, des soucis de nantis, c'est quand même beaucoup plus beau que des problèmes de riches. Je vais reprendre ton expression. Ah, les droits d'auteur, fais gaffe. Et je voulais rajouter aussi, par rapport à l'ambiance du film, il y a un truc aussi qui m'a beaucoup parlé, c'est l'atmosphère fantastique du film. Il y a un côté surnaturel. Par moments, on a l'impression, la scène juste avant, ben, la scène quand il passe dans le désert la nuit, là, c'est une scène qui est limite, ça fait un trip hallucinant, quoi. Et c'est limite fantastique. Tu as l'impression que tu te retrouves dans un film fantastique. Tu vas avoir une apparition, tu vas avoir un démon, je sais pas quoi, quoi. Et ça a tout un rapport avec ce qu'a dit tout à l'heure Shalhoub, entre le dessin qu'on voit au début du film là, sur la cabale et aussi, je crois, un moment au milieu de la forêt ou sur les rochers. Et qu'en plus, comment c'est filmé, c'est bleuté, quoi. C'est un filtre bleu. T'as cette impression, en fait, t'as l'impression qu'ils vivent un trip, quoi. C'est un peu un mélange entre fantastique et trip. Et moi, je trouve ça assez fort. Ça donne encore un plus au film. Mais je pense que la dimension surnaturelle est clairement là, notamment à ce moment du film, parce que même le décor dans lequel il évolue ne cadre pas avec l'Amérique centrale. C'est-à-dire que je pense qu'il est vraiment, là, à ce moment-là, son partenaire est mort et il est quasiment dans un état de délire. Et oui, il y a vraiment toute cette dimension surnaturelle avec peut-être de la part des producteurs, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'au tout début du film, ils ont voulu faire aussi comme une espèce de rappel par rapport au film de Friedkin, L'Exorciste, avec cette figure un petit peu maléfique, qui d'ailleurs, je pense que le film s'ouvre comme ça, hein. C'est-à-dire que la première image du film, c'est cette image un peu de cabale, quoi. Par contre, ouais, je voulais juste préciser, quand ils sont en Israël, en fait, Friedkin, c'est pas qu'il a filmé une vraie explosion, parce que là, ça aurait été, c'est en fait, ils ont filmé, l'explosion et à ce moment-là, il y a eu un attentat. Donc, ce qu'il a filmé, il a pris ses caméramans, il a filmé le mouvement de panique de la foule. Donc le mouvement de panique de la foule, là, pour le coup, c'est du vrai. C'est ces moments-là, entre guillemets, qu'il a Ah d'accord. récupérés, pas l'explosion en elle-même. Bon, parce que ça aurait été formidable. En même temps, ça aurait été un peu glauque aussi, de mettre ça dans un film parce que bon, généralement, c'est pas des bâtiments qui font exploser là-bas, c'est des gens. Donc, mais, en tout cas, oui, il avait cette acuité de dire, prendre sur le vif, vite, vite, il faut filmer la foule qui panique. Et là, pour le coup, ce ne sont pas des acteurs, ce sont vraiment des gens qui paniquent. Donc, ça fait partie aussi du talent de Friedkin. En tout cas, voilà, moi je vais pas à me plaindre, j'ai eu énormément de plaisir à revoir ces 2 films et voilà. Moi je le dis, c'est un terme qu'il faut employer avec parcimonie et ça je sais que Jérôme, tu es d'accord là-dessus, mais pour moi, voilà, 2 chefs-d'œuvre. Idem. Je te rejoins. Et ben, voilà, je pense qu'on a parlé de Soucis de Nanty. Par contre, si je peux rajouter encore une chose, c'est que c'est quand même assez incroyable. Je ne sais pas si tous les réalisateurs ont réussi ça un jour, de faire ça, c'est-à-dire reprendre un chef-d'œuvre euh, et en ressortir un film encore meilleur. Je ne sais pas s'il est meilleur, mais en refaire un chef-d'œuvre, quoi. Parce que s'il est meilleur, moi, c'est pas une question de les comparer les deux, parce que pour moi, j'aime autant l'un et l'autre, c'est pas le problème. Mais c'est pas facile de se réapproprier une histoire et de réfléchir comment on va faire. Et je pense que Friedkin, il a compris une chose, c'est que peut-être qu'il a vu les lacunes. Attention, les lacunes qu'il y avait à l'époque, Clouseau, c'était pas des lacunes parce qu'il n'était pas capable, c'est que financièrement aussi, je crois que c'était un tournage compliqué parce que s'il voulait vraiment faire son film, il aurait dû aller dans un pays d'Amérique du Sud et il n'a pas eu les autorisations. Alors du coup, bah, la dernière partie de son film se passe, comme tu l'as dit tout à l'heure, en France. Et parce qu'ils ont été obligés de le faire comme ça.
Et Friedkin, il s'est dit, bah écoute, moi je vais le faire, mais dans un contexte et dans le lieu où c'est l'idéal pour le tourner. Et là-dessus, c'est un projet pharaonique, si on peut dire. Et pour ça, moi, je suis assez impressionné qu'un réalisateur arrive déjà à un état de se mettre dans ces états, parce que je pense pas que réaliser un film, tu vas comme ça les mains dans les poches. Et surtout de ce genre de film et d'ambition. Ça veut dire que tu vas amener ta logistique, ton savoir-faire et aussi tes qualités, tes défauts. En plus, il faut que tu ailles sur le lieu de tournage avec des avantages et des inconvénients, les contraintes de budget, des excès du réalisateur et tout. Et là, pour ça, moi, je suis quand même assez impressionné. Franchement, moi, je lui dis bravo. Oui, c'est vrai que, peut-être que dans le nouvel Hollywood, il y avait un peu plus une mode une recherche de réalisme, qui était moins la priorité absolue de Clouzot. C'est un style complètement différent et ensuite pour parler sinon d'un remake qui serait, un chef-d'œuvre alors que l'original est déjà un chef-d'œuvre, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres exemples, mais peut-être si on fouine du côté des nombreuses adaptations au cinéma de Hamlet ou d'Othello, où on a déjà, le texte de Shakespeare qui est un chef-d'œuvre, donc ou peut-être qu'il peut y avoir plusieurs mises en scène différentes. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment d'idée, hein. Là, c'est vraiment, on est vraiment sur un diptyque original remake de très haut niveau. Donc voilà, on peut terminer en disant qu'effectivement, c'est un film, un remake, deux chefs-d'œuvre, deux très grands cinéastes qui méritent l'un et l'autre qu'on creuse leur filmographie. Comme quoi, avec un sujet, un pitch qui est très très proche, on peut faire des œuvres proches dans la qualité et différentes dans leur approche, quoi. Dans tous les cas, merci à vous de nous avoir écoutés et on reviendra bientôt pour d'autres podcasts aventures. À bientôt.